qui commence l'actualité hebdomadaire, revue, commentée et surtout analysée. On met en vedette ce matin cette sortie du ministre délégué à la présidence chargée de la Défense relative aux dénonciations des demandes de recommandations. On y prend le prétexte pour explorer l'organisation des concours et surtout l'accès à l'emploi avec l'intervention des recommandations. On en parle en deuxième partie avec notre invité. Mais avant, voici le round-up de l'actualité de la semaine. Aéroport international de Yaoundé-Simalène, il est un peu plus de 19 h lorsque l'avion qui a à son bord le vaccin Sinopharm se pose sur le tarmac. Les 200 000 doses de vaccins chinois à l'intérieur sont immédiatement sécurisées. Quelques minutes après, l'ambassadeur de Chine au Cameroun remet officiellement un échantillon au premier ministre chef du gouvernement. Le don de la Chine accueilli à bras ouverts. L'acte de réception que signe l'ambassadeur de ce pays, Frère Yambi, et le ministre de la Santé publique vient renforcer la coopération vieille de plusieurs années entre les deux nations. Un acte de solidarité où la maladie gagne de plus en plus du terrain. Près de 5000 nouvelles infections enregistrées cette semaine dans le pays. C'est un vaccin qui est utilisé dans au moins 60 pays. Et nous savons que la Chine elle-même en a besoin. Et le fait de nous avoir envoyé 200 000 doses, alors que la Chine elle-même est dans la nécessité, c'est une très bonne chose. Vraiment une démonstration d'amitié envers nous, le peuple camerounais. Et donc, au nom du président de la République, je voudrais témoigner auprès de l'ambassadeur de Chine la reconnaissance des Camerounais pour cela. Parlant justement de démonstration d'amitié, la Chine, qui a été le premier pays à voir ses citoyens attaqués par le coronavirus, est déterminée à accompagner son partenaire historique, le Cameroun, dans la lutte contre la pandémie. D'où le choix du vaccin Sinopharm. Wang Yingwu confirme son efficacité dans le traitement. C'est un produit sûr et efficace. Alors déjà, il y a plusieurs vaccins chinois qui ont été légalisés et commercialisés chez nous en Chine et dans le reste du monde. Alors les vaccins de Sinopharm ont été utilisés par plus de 60 pays et en Chine, même en Chine, aujourd'hui nous sommes en train de faire une campagne nationale d'une ampleur, d'une grande envergure de la vaccination. L'un des moyens efficaces pour endiguer la maladie est en terre camerounaise. La vaccination volontaire démarre dès aujourd'hui au centre de prise en charge des patients victimes de Covid-19, d'Orca, à Yaoundé. La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. Un jeune homme apeuré qui semble avoir à ses trousses un prédateur visible à ses yeux uniquement. Il fuit le porte-monnaie magique. Le phénomène fait rage sur la toile et prend de l'ampleur dans le pays. Les jeunes scolarisés surtout, de plus en plus impliqués. L'addiction aux substances psychotropes et l'appât du gain facile développent leurs croyances aux pratiques dites magico-religieuses. Quand on est jeune, on croit beaucoup aux rêves. On rêve de soi, on rêve de ce qu'on va devenir demain. Vous comprenez que lorsqu'on nous présente dans des rêves, c'est facile que nous puissions adhérer à tout ce qui va nous amener à penser que dès qu'on est arrivé, on va atteindre un résultat. Mais qu'est-ce qui explique cela? 3 raisons évoquées, notamment le refus de la réalité, la recherche de la facilité. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui qu'on puisse penser qu'il suffit d'un clin d'œil et que j'obtienne tout ce que je veux? Donc ça, c'est la recherche de la facilité. Et la troisième chose, c'est le déni de la réalité. On a présenté à ces jeunes des modèles de l'ordre humain, c'est-à-dire des jeunes d'hier qui aujourd'hui, on ne les reconnaît plus. Mais ces enfants refusent carrément ces modèles-là. Et vous dites non, vous nous présentez seulement le mauvais côté, alors qu'il y a le bon côté. Il est temps de tirer la sonnette d'alarme et stopper pareille pratique au Cameroun. La raison d'être du débat ouvert entre acteurs des affaires sociales, communautés éducatives et judiciaires, ce 14 avril à Yaoundé. Le gouvernement attend de nous des propositions concrètes sur les stratégies novatrices appropriées face à de nouveaux fléaux sociaux
Outre les stratégies qui seront retenues, la volonté de réussir par ses propres efforts, associée à la prière, compte. Il faut demander à Dieu, comme l'a dit un célèbre artiste de chez nous. Un gant de terreur stoppé net par les éléments de la police judiciaire de Yaoundé. 5 braqueurs, 2 mécaniciens et 4 receleurs experts dans le braquage de personnalités. Il s'agit d'un groupe bien organisé, où chacun a un rôle précis. Les braqueurs ciblent les victimes pour l'essentiel des personnalités qu'ils suivent et attaquent ou opèrent par surprise les ligotent, les violentes pour les déterminer à coopérer. Les mécaniciens sont chargés de la transformation des véhicules volés. Les receleurs chargés de la garde et de l'écoulement du butin. Une dizaine de plaintes enregistrées en l'espace d'un mois. Les multiples recherches de la sous-direction des enquêtes criminelles vont conduire à l'interpellation le 27 mars du cerveau que voici, 46 ans. La perquisition à son domicile, Sizaminkan Yaoundé, a permis de découvrir l'existence d'une cabine de peinture. Au total, 11 véhicules de luxe, 27 plaques d'immatriculation, 11 armes à feu, 25 munitions de guerre et de chasse, des appareils électroniques et autres objets de grande valeur saisis. Les autorités invitent les populations à toujours faire confiance à la police. En portant à sa connaissance tout fait digne d'intérêt, en actionnant le 117 pour la police secours, le 1500 pour les dénonciations, ou alors le 222 23 45 65. Les éléments de la PJ de Yaoundé travaillent afin de rattraper le dernier membre de ce gang perdu dans les Sisongo. Il arrive, le nouveau train passager du réseau ferroviaire. Train express tant attendu devant assurer la desserte de l'itinéraire Douala-Yaoundé. La mort du train Intercity constatée depuis 2016 après la 6e session du comité interministériel des infrastructures ferroviaires. 5 années après, ce ne sera plus Intercity, mais le train express. Un train express qui desservira plus de gares, puisqu'on a la nécessité aussi de répondre à la demande de la population, c'est-à-dire d'avoir un train qui puisse permettre de voyager entre différentes gares, pas simplement entre Yaoundé et Douala. Donc on aura un certain nombre d'arrêts qui restent à déterminer et à décider par le ministère. Diligence à la vitesse du train. 3 arrêts déjà décidés par le ministère des Transports. EDA, EZECA et Macac. Du côté technique et confort, l'essentiel est bouclé. La modernisation de 11 voitures avec des rajouts, notamment la climatisation, des prises électriques et l'acquisition des locomotives. Nous avons fait quelques tests en grandeur nature avec des voyages d'essai. Donc la rame est fiable techniquement et même sur tous les aspects de sécurité. Quelques voyages d'essai ont permis de conclure positivement la garantie qualité et sécurité. Début des voyages très bientôt. Pose des carreaux, crépissage, les ouvriers présents sur le chantier s'attellent aux travaux de finition au niveau 1 du stade Olembe. Visite de quelques compartiments du ministre des Sports qui se réjouit de voir ce qu'il appelle une remobilisation des effectifs. En une semaine, les effectifs ont pratiquement doublé, c'est-à-dire les effectifs de personnel, de cadres, d'ouvriers et ceux-ci dans les différents corps de métiers qui sont à l'œuvre sur ce chantier. Nous serons ainsi passés de 187 personnes à 347 personnels aujourd'hui. Le patron des sports espère au moins 500 ouvriers mobilisés sur le site la semaine prochaine afin d'achever les travaux restants. Au niveau des aires de jeu, elles sont toutes praticables depuis plusieurs semaines. Les travaux intérieurs sont en cours. Vous avez pu constater que les équipes travaillent dans toutes les zones de tous les étages. Le taux d'avancement du stade est évalué à 90%. Les 10% restants
sont d'une importance capitale selon le MINSEP. Qui est à mettre le turbo, puisqu'il s'agit de finition, et qui dit finition dit finesse. Qui dit finition dit une certaine rigueur, dit une attention particulière pour les détails, pour l'esthétique. Narcisse Mouelé-Kombi recommande à l'entreprise adjudicataire de faire le maximum pour que le stade soit prêt avant la cérémonie du tirage au sort prévue le 25 juin prochain. Bienvenue si vous nous rejoignez seulement maintenant dans le cadre de ce rendez-vous, la rétrospective de l'information. Deuxième partie, place à notre invité. C'est un visage connu de la scène médiatique, les plateaux de télé, les studios de radio. Il y a souvent été froid dans l'analyse, sans langue de bois, il sait dénoncer sans heurter. Il ne dit rien pour nuire, mais il ne se tait non plus pour plaire. Mais il est un intellectuel pour qui la construction du pays passe par la pensée. Universitaire, sociologue, Claude Abbé est juste en face de moi. Claude Abbé, bonjour. Bonjour Monsieur Arnaud Goffak et merci pour l'invitation. Le prétexte de notre échange de ce matin, nous le puisons de ce communiqué de presse du ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Betty Assomo, dont la teneur suit. Le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense a l'honneur de communiquer ce qui suit depuis la publication des avis de lancement des concours d'entrée à l'école militaire interarmée EMIA et à la gendarmerie nationale ainsi que ceux des recrutements dans les armées. Ces services crawlent sous les demandes de recommandations assorties de certains candidats, assorti justement des récépissés de dépôt de dossiers de certains candidats au mépris du principe de mérite. La sollicitation formulée vise manifestement à travertir le moment venu les résultats de ces concours et recrutements. Le ministre délégué à la présidence chargée de la Défense demande aux candidats, à leurs parents et à leurs relations d'arrêter ces tentatives pernicieuses qui n'ont du reste aucune chance d'être prises en compte. Tous les responsables du ministère de la Défense, membres de la chaîne de l'organisation de ce concours ou bien de la conduite de ces opérations ont été invités à la stricte vigilance, à la probité morale et à la fermeté face à ces pratiques répréhensibles. C'est signé le ministre délégué à la présidence chargée de la Défense, Joseph Betty Assomo. Alors Claude Abbé, avec quel sentiment vous avez accueilli ce communiqué du ministre? Un sentiment de quelqu'un qui est sous pression, d'un ministre sous pression, face à la forte demande et à la volonté d'un certain nombre de Camerounais d'assurer la pérennité, la reproduction sociale en garantissant des places aux leurs, que ce soit leur progéniture, les membres de leur parentèle ou alors les membres de leur réseau d'amitié. Et de mon point de vue, c'est ce premier sentiment. C'est le deuxième sentiment que j'ai eu à travers cet élément-là. C'est d'une jérémiade. Parce qu'en fait, le ministre il n'a pas besoin de faire un communiqué. Il a les manettes pour justement prendre sur lui la possibilité même d'aller beaucoup plus loin. Il a les manettes de prendre des décisions. C'est-à-dire tous ceux des candidats, j'aurais été à sa place si il veut vraiment être sérieux. Tous ceux des candidats dont les parents se retrouvent là avec des récépissés, vous êtes automatiquement disqualifié. Et ça montre que il y a une véritable volonté politique que de se fendre d'un communiqué qui, ma foi, ressemble à une simple gesticulation, à une simple jérémiade, qui, au fond, je ne suis pas sûr que ça va avoir les faits escomptés, puisque, de toutes les façons, le ministre, il a nécessairement un certain nombre de connaissances et de réseaux. Je ne le connais pas personnellement, mais on ne pourrait pas imaginer un acteur social qui n'a pas de connexion avec les autres acteurs. Quid des acteurs qui n'ont pas
écrit, mais qui l'ont vu directement, ou qui ont vu un membre de la chaîne de ceux qui interviennent dans cet examen-là. Et je dirais également, le troisième sentiment que j'ai eu, c'est un sentiment d'un grain de sel dans la mer. Parce qu'en réalité, il suffit d'observer ce qu'on appelle aujourd'hui, entre guillemets, concours au Cameroun, pour se rendre compte que si, pour ce qui concerne les concours qui sont concernés, note ce communiqué. L'entrée à l'école militaire interarmée, à la gendarmerie et même l'accès aux différentes armées. Tout à fait. Si on ne se limite qu'à ça, c'est une goutte d'eau dans la mer. En réalité, que de concours il y a au Cameroun. C'est-à-dire qu'il s'agit là d'un problème à caractère structurel, à caractère institutionnel, sur lequel il faut revenir pour traiter de la question de l'intégrité de l'organisation et de la réussite au concours dans notre contexte. En fait, ce qu'on appelle concours aujourd'hui, ça semble être des inscriptions de noms. Vous vous souvenez d'un certain nombre d'écoles dans lesquelles des candidats, n'ayant même pas passé les épreuves écrites, ont réussi. Donc, de mon point de vue, le ministre, il est probablement dans son rôle, mais c'est un rôle qui ressemble bien à une mise en scène, à un théâtre de mauvais goût. Vous le disiez tantôt, ces demandes de recommandations, on va dire qu'elles sont vieilles comme le monde et c'est une pratique bien ancrée chez nous. C'est le piston, on appelle ça tout simplement le piston. Qu'est-ce qui peut motiver ou déclencher l'idée ou donner l'idée à un ministre de commettre un communiqué pour, alors qu'il connaît un peu le système? Il y est depuis beaucoup d'années et l'organisation du concours, c'est toutes les années. Il me semble qu'il en a ras-le-bol. Et peut-être qu'il y a dans la cuisine interne quelqu'un à qui le ministre veut véritablement s'adresser. Il ne me semble pas qu'il s'adresse probablement à tous les Camerounais. Il veut probablement s'adresser à quelqu'un, probablement lancer une peau de banane à certains qui ne sont pas dans ses bonnes grâces et leur indiquer comme cela que lui, il est un monsieur propre. Et puis, vous savez, on est dans un contexte où aujourd'hui, je le voyais encore aujourd'hui, il y a ces nouvelles listes de gouvernements qui sont dehors. Il n'est pas impossible que le on envoie chaque jour des gouvernements. Oui, mais ces temps derniers, des réseaux sociaux. Ça devient très récurrent. Il peut être pris par ce climat-là et puis vouloir donner en dehors du travail sérieux qu'il fait déjà sur le terrain de la lutte contre le terrorisme et d'un certain nombre d'insécurités au Cameroun, où on le trouve vraiment sérieux. Il peut vouloir donner des gages d'une intégrité acquis de droit qui est censé arranger, organiser ces gouvernements-là. Et donc, de mon point de vue, il faut le voir sous ce double sens-là. Vouloir donner un coup dans la fourmilière à quelqu'un, à un certain nombre d'individus qui ne sont pas dans ses bonnes grâces, et de l'autre côté, faire patte blanche au niveau de l'opinion publique et surtout de celui qui nomme aux fonctions civiles et militaires au Cameroun. Quand on connaît un peu notre société, on connaît comment ces choses-là se passent, est-ce qu'on ne pourrait pas questionner la sincérité du ministre délégué à la présidence chargée de la Défense? C'est justement ce que j'étais en train de vous dire. Que, en fait, à travers ce communiqué, certains peuvent même comprendre cela à l'inverse, en disant, il vaut mieux à l'instant aller pistonner les candidatures qui sont les nôtres. C'est là que j'estime de mon point de vue que si le ministre il était sérieux et serein dans son activité, il s'agit là d'un cas de fraude avant l'examen. C'est un cas de fraude avant l'examen. C'est-à-dire de vouloir... Et qui est répréhensible. Oui, qui est répréhensible. C'est-à-dire qu'il peut amener le ministre à prendre des décisions s'il veut être conséquent. C'est-à-dire disqualifier les candidats dont les noms se retrouvent avec des recommandations avant même que les épreuves
de ces concours-là ait lieu. Il en a la possibilité. C'est peut-être une sorte de sensibilisation avant la répression. Il faut toujours de la carotte avant la chicotte. Non, écoutez, dans notre pays, on s'est habitué, vous savez, le Cameroun, depuis un certain nombre d'années, depuis les années 1998, où on a été classé 2 fois par Transparency, champion de la corruption, est engagé, en tout cas officiellement, dans une politique publique de lutte contre la corruption et une politique publique qui vise l'intégrité dans chacune des activités dans lesquelles on est. Qui joue sur les 2 plateaux, sur les 2 manettes. Voilà un cas spécifique où on n'a pas besoin de preuves. Puisque vous avez la preuve. Vous avez la preuve entre les mains. Il n'est plus besoin d'aller actionner une action judiciaire. Vous avez des preuves entre les mains. Première décision, vous disqualifiez ces candidats. Deuxième décision, vous pouvez rester au niveau du tribunal. Pour tentative de corruption. Donc, de mon point de vue, son communiqué me ressemble à quelque chose qui est donné dans la logique d'amuser un peu la galerie. Ça ne va pas plus loin que ça. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, pour entrer un peu dans le fond du problème, est-ce qu'on peut aujourd'hui imaginer un concours comme celui d'entrée à l'école militaire interarmée sans favoritisme au Cameroun? Oui, je crois en le fait que des choses puissent se réaliser un jour dans ce pays sans qu'il y ait ce déclenchement de faveur généralisée. Là, c'est l'espoir. Oui, il s'agit d'espoir. On parle du contexte actuel. Est-ce qu'on peut imaginer, dans le contexte actuel, organiser un concours comme celui-là? C'est difficile. La preuve, c'est que le fait que le ministre lui-même le révèle, et le fait que les gens aient envie de pistonner leur candidat, c'est parce que ces gens-là ont eu vent d'un certain nombre d'antécédents que certains sont passés par tel moyen pour arriver à être victorieusement reçus au concours. Donc, de mon point de vue, le ministre nous révèle 2 choses au même moment. C'est le déficit d'intégrité du concours et le fait qu'il se trouve probablement à l'étroit aujourd'hui. Alors, tel que le concours, tel qu'on a construit le système d'organisation des concours aujourd'hui au Cameroun, qu'est-ce qui manque pour contrôler ces genres de choses, Claude Abbé? Qu'est-ce qui manque? Il manque les hommes pour contrôler cela. C'est-à-dire les hommes qui vont aller droit au but. Et puisque je vous l'ai dit, vous prenez un individu tel que moi, vous me retrouvez en face d'une situation comme celle-là. Je ne me fends pas d'un communiqué. Vous découvrez à travers le communiqué que les candidats dont les noms suivent et qui ont essayé, avant les épreuves, de se faire, de tricher avant même l'engagement des épreuves, sont disqualifiés et ne peuvent donc pas passer les épreuves de ce concours-là. C'est juridiquement avéré. Donc, de mon point de vue, il me semble qu'il manque des individus pour arriver à faire cela. Et c'est ce Camerounais nouveau, intègre, qui est en mesure de dire à un moment donné, halte, que les meilleurs, et selon les règles qui existent au niveau, soit du mérite, et soit au niveau, en tenant compte des mesures liées à l'équilibre régional, que le mérite dans le cadre de ces mesures de l'équilibre régional soit effectivement ceux qui réussissent. C'est tout, il me semble. Ces recommandations viennent parfois de la plus haute sphère de l'État. Est-ce qu'on imagine... Parfois, très souvent. Voilà. Est-ce qu'on imagine... Parce que vous et moi, on ne peut pas se fendre de ces recommandations. Voilà. Est-ce qu'on imagine, par exemple, prenons ce scénario, Joseph Betty Assomo, ministre délégué à la présidente chargée de la Défense, dit non à une liste qui viendrait de la présidente de la République? J'en doute parce que dans de nombreuses écoles ici, c'est consacré. Ce qu'on peut appeler les écoles de pouvoir. Si vous prenez l'ENAM, l'EMIA, l'IRIC, vous verrez l'IRIC spécialement dans la filière diplomatie. Vous verrez que qui ont leur liste, qui viennent. Et si vous partez interroger au niveau des apprenants qui entrent dans cette école-là,
vous vous rendrez compte qu'un tel est venu par telle liste, un tel autre est venu par telle liste. Les gars, ils se partagent le gâteau national en se reproduisant, c'est-à-dire en écartant au maximum les individus qui, eux, n'ont justement pas des positions de pouvoir telles que... Le communiqué a donc une cible circonscrite. Il pourrait avoir une cible circonscrite. Je dis il pourrait, puisqu'il s'agit pour ma part, pour l'instant, que d'une jérémiade. Je voudrais y croire, je suis Thomas à ce niveau-là. Je voudrais y croire en voyant effectivement que l'intégrité a été l'élément qui a permis, et pour l'instant, rien ne me donne la possibilité de le croire. Parce que, comme je le dis, le ministre dit qu'il y a de nombreuses recommandations. Ces recommandations étaient suffisantes pour qu'on disqualifie déjà ces gens. C'était suffisant. Or, il ne les a pas disqualifiés. Ils se font plutôt d'en communiquer. C'est pour ça qu'on imagine que c'est peut-être une sensibilisation qui précède la répression. Non, j'en doute. Parfois, Claude Abbé, parfois, ceux-là qui brandissent un peu la carte de la transparence, la carte de, on va dire, de cette, comment je vais dire, de cette transparence-là, sont ceux-mêmes qui ont bénéficié, qui sont le fruit des recommandations. Est-ce que vous direz que c'est traverser le pont et le casser par la suite? Je n'en sais rien, puisque quand on voit tout au moins ce ministre-là, tel que on peut voir, c'est quelqu'un que j'ai observé quand il était dans les routes, les chemins de commandement. Il me semble plutôt quelqu'un de compétent. Je ne peux pas... À partir la question n'est pas figée sur la personne de Joseph Betty Assomo. Oui, puisque c'est lui qui a en réalité produit... Mais nous élargissons le champ sur l'organisation des concours administratifs. De mon point de vue, il faut à un moment donné que l'on puisse, si on veut changer ce Cameroun, si on veut le transformer qualitativement, de manière à ce qu'on ait les meilleures ressources humaines aux meilleures positions. Il me semble qu'on est obligé de faire table rase sur ce qui se passait avant. C'est-à-dire que ces candidats qui venaient tout simplement inscrire leur nom. Il y a un élément que je voudrais vous faire remarquer. J'ai la chance, moi, d'intervenir dans ces écoles-là et puis d'être également à l'université. L'une des choses qui m'étonne le plus, c'est que le rythme et le volume de candidats qui viennent de ces classes, de cette haute sphère, de cette sphère dominante de la société, que ce soit la sphère économique comme la sphère politico-administrative. Quand on voit l'importance de leurs enfants dans ces écoles-là, et qu'on regarde à l'université, on n'arrive pas à les retrouver. Ils ne sont pas nombreux qu'on retrouve à l'université. Comment deviennent-ils subitement intelligents quand il s'agit de concours, mais pas intelligents quand il s'agit de poursuivre des études à l'université? Il y a là un paradoxe qui interroge. Et qui montre l'absence de sincérité de ces concours-là. Là, c'est une partie, parce que parmi des enfants recommandés, il y a parfois des plus brillants aussi. Oui, probablement. Mais si un enfant est effectivement brillant, il n'a pas besoin d'une recommandation. Alors pourquoi... Il n'en a pas besoin, je vais vous le dire. Vous avez un enfant brillant, généralement, lorsque vous essayez même de donner une recommandation pour... Les esprits brillants ont cela de particulier qu'ils n'acceptent pas souvent. Ils aiment les challenges. Qu'on intervienne dans leur vie. Habituellement, ils ne le font pas. C'est-à-dire que vous êtes même un de ses parents, vous vous amusez à faire cela, vous vous retrouvez en difficulté contre vous-même. Peut-être il vous dit, je ne fais pas ce concours simplement parce que vous êtes allé chercher à m'aider à réussir à cet examen. Puisque finalement, il se sent... il sent un arrière-goût, comme si ce n'était pas lui-même. Comme si on avait imposé. Et du coup, il y a comme une sorte de problème au niveau, de malaise au niveau de sa conscience, alors qu'il sait qu'il est de loin au-dessus de la mêlée. Alors, il y a des informations peut-être à vérifier qui disent que parce que les concours d'entrée dans les écoles comme l'EMIA et même la gendarmerie nécessitent un certain nombre d'aptitudes de la part des candidats, aptitudes physiques d'abord, avant l'aptitude intellectuelle, mais il se pourrait qu'il y a beaucoup de recommandations qui parfois amènent à avoir des candidats ou des étudiants qui y entrent, mais qui n'y ressortent pas. Parfois finissent la formation sans avoir l'aptitude à finir. Généralement, c'est des recommandations à la mort. Puisqu'on a vu de nombreux cas.
Vraiment, je suis dans le regret, je suis gêné d'en parler, parce que chaque fois qu'il y a une vie humaine qui est perdue, il faut à un moment donné s'arrêter et vraiment faire toute sa compassion en face de cette vie humaine. Mais il se trouve que très souvent, c'est des recommandations à la mort. On a vu beaucoup de ces hauts placés qui, forçant la main, forçant la porte, ont non pas forcé la porte à l'institution, mais forcé la porte à la mort. Pour se retrouver non plus avec leurs enfants, parce que les épreuves dans l'armée, quand vous y allez, on a besoin de l'armée camerounaise qui est une armée assez professionnelle, qui a besoin d'individus qui sont véritablement aptes et suffisamment capables d'endurer. Au niveau d'un certain nombre d'épreuves sur le terrain, beaucoup n'arrivent pas à suivre la cadence. Et en meurent. Oui, ils en meurent. Ils en meurent avant que la formation théorique même ait commencé. Ils en meurent avant que la formation théorique ait commencé, puisque en règle générale, ils commencent toujours par cette formation qui est pratique pour voir si on est effectivement un militaire. Claude Abbé, nous parlions justement de ces recommandations. Tenez-vous bien, le phénomène apparaît dans notre pays comme une norme pratiquement. Le choix du mérite n'est pas toujours mis au premier plan dans les concours et même l'accès aux emplois. Le pistonnage érigé en mode de vie, c'est un sujet d'Alain Ghislain Kanga que je vous propose de regarder. Trouver un emploi n'est pas toujours la chose la plus aisée. Au Cameroun, l'un des moyens les plus prisés, c'est le pistonnage. Trouver un emploi n'est pas toujours la chose la plus aisée. Au Cameroun, l'un des moyens les plus prisés, c'est le pistonnage. Un phénomène courant qui tirerait son origine de la culture du moindre effort chez les jeunes. Les enfants, les étudiants ne travaillent point. Ils pensent que comme les pères, les papas sont là, ils ont des moyens, ils peuvent entrer à n'importe où. Il faut encourager les enfants de travailler. Et je pense que si nous parlons de la méritocratie, il faut s'aimer ces graines de la méritocratie. Réduire les actes d'influence pour laisser place à la méritocratie. Difficile pour ce parent qui pense que l'influence, à travers les recommandations ou le marchandage, pour réussir à un concours, est prônée par le système. C'est un système qu'on a mis sur pied où si ton père a été ministre, il faut qu'à tout prix, tu sois le prochain ministre. Si ton père était paysan, tu es d'office le prochain paysan. Un système où les politiciens font la pluie et le beau temps au détriment du mérite. On pense qu'on peut influencer le recrutement parce que nous sommes dans un parti politique. Donc c'est les politiques. Pour comprendre ce phénomène, ce sociologue parle d'une société camerounaise où l'échelle des valeurs est renversée. Selon lui, au Cameroun, nul ne réussit s'il n'appartient à un réseau. Nous nous réclamons être une république, c'est-à-dire cette chose qui appartient à tous. Mais malheureusement, c'est une république qui s'est consacrée en réseaucratie. La république, finalement, se gouverne par les réseaux. Vous êtes dans un réseau, vous pouvez avoir droit à une ascension sociale. Une logique qui, selon le sociologue, résulterait des actions illogiques consacrées dans l'imagerie des Camerounais. Voilà, on revient sur ce plateau, Claude Abbé. Pourquoi, selon vous, les choses aussi néfastes peuvent se perpétuer dans notre pays? Il y en a ailleurs, mais pas avec le même ampleur. Mais il faut vous dire une chose qui est réelle, c'est qu'on a un système où, spécifiquement, les individus ont décidé de verrouiller la société, de la bloquer. Et quand nous parlons de verrouiller et de bloquer la société, c'est de faire en sorte que la mobilité sociale soit plus une valeur dans notre société. Ça veut dire quoi? Si vous et moi, on a réussi à traverser le pas, on a un ruisseau, nous bloquons et cela reste dans le cadre de notre famille. Et de famille en famille, ça devient comme une sorte d'héritage. Que vos enfants soient des journalistes n'est pas quelque chose d'étonnant au Cameroun. D'ailleurs, il faut le voir.
il n'y a qu'à regarder, hein, que ce soit à l'université, chez les médecins, dans l'armée, chez les magistrats, chez les administrateurs civils, les hommes des impôts, vous vous rendrez compte que c'est la reproduction sociale qui est en marche dans notre société. Donc, c'est le tout premier élément, c'est cette logique de verrouillage, et donc qui limite la compétition. Deuxième chose, il y a le culte de la facilité qui existe dans notre société. Ce culte de la facilité-là qui voudrait que de nombreux parents ont habitué leurs enfants depuis la tendre enfance, en réalité, à ne pas faire des efforts par eux-mêmes pour arriver à s'en sortir. C'est la maîtresse qui recevait des sous pour lui donner des notes, c'est l'enseignant au secondaire, et à l'université, ça a été la même chose, et on en arrive à une situation où on vous dit, je connais des établissements où on vous dit, on veut juste la licence pour qu'il entre parce que la place est déjà réservée au niveau de l'ENAM ou même de l'IRIC ou de l'EMIA pour qu'il entre de ce côté-là. C'est qu'en dehors de ce culte de la facilité, il faut aussi le dire, c'est la permissivité de notre système social. La permissivité de notre système de gouvernance. Personne ne les observe. Les règles sont en réalité là pour servir de loisir. Ça n'est pas là pour réguler le fonctionnement quotidien des uns et des autres. Et il faut finir par cela en disant que, au fond, du bac chiche, de la corruption, des avantages indus, le sport le plus favori. Et ça fait que finalement, c'est ça qui se reproduit au niveau de cette logique-là. On est donc dans une société qui est violente vis-à-vis d'un certain nombre d'individus qui, eux, ne sont pas les ayants droit. On a créé ici une société à géométrie variable, une société des orphelins. D'ailleurs, un de vos collègues, un de vos confrères, Antoine Maringon, l'a écrit, un joli ouvrage que je vous recommanderai. La République des orphelins. La République des orphelins. Qui, en fait, la plupart des individus dont les parents ne sont rien, vous n'avez droit à rien. Et le petit minimum qui existe là, qui très souvent sont des cancres. Ça, il faut le dire. Qui très souvent sont des cancres. Je ne veux pas dire que tous les enfants sont des cancres, mais je dis très souvent, c'est des cancres. Et ça se voit dans les administrations. Quand vous arrivez là, c'est eux qui sont aux premières loges, mais les gens qui font le réel travail, c'est ceux qui sont les seconds poteaux. Cette pratique courante au Cameroun s'étend sur des emplois, l'accès à certaines fonctions. Le père, l'oncle, le parrain, en un coup de fil, fait valoir son influence et impose un fils, un neveu, un filleul. Cette reproduction quasi familiale de l'élite, si on évaluait, de quel poids pèse-t-elle dans le système de fabrication des ressources de l'État, Claude Abbé? Non, c'est un poids, je pourrais dire qu'on est à 90% dans cette situation-là. Moi, j'enseigne, j'ai le drame d'enseigner dans ces écoles dites de pouvoir, où je me suis abstenu aujourd'hui, je ne fais plus d'appel dans un certain nombre de ces affaires-là, parce que même avec une volonté de faire son travail normalement, il peut vous arriver de glisser et par une sorte d'inconscient et de ne pas les prénoms des individus qui changent. Et que les noms sont, les patronymes sont les mêmes. Ça pèse véritablement dans notre société. Et je ne voudrais pas dire que les enfants issus de familles dites aisées soient nécessairement des cancres. Mais le constat qu'on a fait, c'est que dès que vous traversez les endroits où il faut de la méritocratie, ce n'est pas eux qu'on trouve le plus dans les pelotons de... Ils sont en train de courir pour qu'on les recrute dans les universités. C'est pas eux. C'est pas eux. Il faut vous poser une question. Pourquoi subitement ce paradoxe-là, où il y a renversement? Dans les écoles de pouvoir, ils sont les plus méritants, mais quand on veut s'élever un peu plus haut, on se rend compte qu'ils ne sont plus les plus méritants. Et il y a là quelque chose qui ne va pas. Même quand bien même, ceux-là arrivent à avoir des doctorats et autres, nous savons bien quels sont les processus par lesquels ils passent,
pour arriver à se retrouver là pour un bon nombre d'entre eux. Il faut encore aller voir la qualité de leurs travaux. Et ils comptent très souvent sur le secours des parents pour arriver à... Et je dis une telle société, quand vous mettez en route une telle société, vous créez des frustrations massives. Vous créez une vulnérabilité structurelle. Vous créez une vulnérabilité massive. Et ça peut dégénérer à un moment donné avec des colères dans les rues pour un certain nombre d'individus qui se rendaient compte. Regardez le nombre de candidats qu'il y a dans ces concours-là. Vous allez vous rendre compte que vous avez 10 000 à 12 000 candidats pour 80 places seulement. Imaginez-vous que Et parfois les listes sont déjà constituées. Constituées longtemps à l'avance. Imaginez-vous que le reste des 11 920 personnes qui sont qui n'ont pas été reçues et qui ont dû batailler pour avoir ne serait-ce que les frais de concours se retrouvent à organiser une mobilisation contre cette manière de faire. Interrogeons un peu l'attitude de l'État. Il y a des scandales précédents devenus célèbres dans les concours. On se rappelle de l'IRIC en 2013, en 2015. L'ENAM, c'est chaque année, encore plus ces dernières années. Ces scandales sont généralement le fruit des tripatouillages nés des recommandations ou bien de la corruption. Mais il y a un certain laxisme. Ces cas précédents auraient pu déboucher ou bien tirer la sonnette d'alarme pour sanctionner ou bien pour prendre une décision ou bien une solution. Qui sont ceux qui mettent en œuvre ces politiques? Qui sont ceux qui mettent en œuvre ces affaires? On ne peut pas scier l'arbre sur lequel on est assis. Vous voyez bien que dans la plupart de ces espaces de promotion, on fait un effort d'avoir des hommes sûrs. Vous n'imaginez pas un Claude Abbé comme directeur de l'ENAM ou directeur de l'IRIC. Ne l'imaginez pas. Non, du tout. Mais pourquoi vous êtes... Non, je vous le dis pourquoi. Je vous le dis pourquoi. Parce que un bonhomme... Vous auto-excluez. Non, je ne m'auto-pas exclu. Mais en réalité, je constate qu'il y a d'autres critères qui entrent en jeu, qui excluent nécessairement des individus qui peuvent avoir à dire, mettons la balle au centre, que les plus méritants arrivent au niveau de cette balle et qu'ils arrivent à s'en sortir. On ne mettra pas quelqu'un dont on n'est pas certain qu'on peut tenir les manettes avec lui là, dans ce type de position, voyez-vous. Donc je ne m'auto pas exclu, mais je constate simplement que tel que notre société fonctionne, si vous avez un tantinet, une réputation d'un individu qui est rigoureux, d'un individu qui est capable de faire l'expérience de l'intégrité au quotidien, ce n'est pas vous qu'on viendra chercher. Je ne voudrais pas dire que nécessairement tous les responsables qu'on met dans ces écoles soient des individus qui manquent d'intégrité. Mais le constat qu'on fait, c'est que d'année en année, les scandales s'amoncellent et on a les mêmes résultats. Donc, en réalité, rien ne change. Dans la chaîne, on a les candidats, on va dire comme ça. On a ces connaissances au place. On a même les organisateurs de ces concours-là. Comment est-ce qu'on repartit les torts quand il y a un phénomène comme celui-là? C'est des torts qui sont systémiques. C'est en fait la faillite de l'État, la faillite des principes de gouvernance. Vous savez que l'un des principes de la bonne gouvernance se trouve être la transparence. À partir du moment où il manque de transparence au niveau de l'organisation de ces examens-là, quand on ne sait pas quels sont les critères qui prévalent au-devant de tout cela. Il est clair que ça laisse une possibilité qui est ces tripatouillages dans lesquels on se retrouve et avec les résultats que nous avons. Donc, vous ne pouvez pas indexer des acteurs qui sont opérationnels, vous oubliez ceux qui se trouvent au niveau stratégique. Parce que généralement, ces gens qui sont directeurs de ces écoles, ils ont été nommés par un sommet stratégique. Un sommet stratégique de qui ils répondent. Et ils tiennent aussi à leur carrière là-dedans. Il y a aussi tous ces jeunes qui sont en contact avec certains qui sont passés par un certain nombre de chemins et qui entendent reproduire ce chemin sans parfois savoir que le chemin-là n'existait que pour celui qui l'a en réalité expérimenté. Et que ce n'était pas un chemin qui était ouvert
à tout le monde. Je ne voudrais pas, au demeurant, dans le cadre de cet échange, qu'on pense qu'il n'y a pas une minorité d'individus qui arrivent à réussir à ces concours sans avoir été parrainés par qui que ce soit. Il y a quand même encore un faible pourcentage d'individus qui arrivent à réussir avec leur capacité. Mais ce que nous souhaitons, c'est que cette règle qui s'applique à ce faible pourcentage d'individus devienne la règle générale. Et que tous les Camerounais aient la possibilité de pouvoir accéder à ces concours pour peu qu'ils aient les compétences et les capacités. Projetons un peu les choses dans l'avenir avec, vous avez un peu dit, il y a une volonté peut-être de l'État qui est manifestée à travers des institutions créées dans le sens de la corruption. Quand vous regardez l'avenir, les voyants sont comment? Est-ce que les voyants sont verts, jaunes ou rouges? Avec le régime actuel, ce n'est pas possible. Je vais vous le dire pourquoi. Parce que quand vous regardez la lutte contre la corruption qui est liée à ce problème d'intégrité, la corruption ne se porte jamais mieux que depuis. Ça a permis, moi, de mettre en place une matrice analytique que j'appelle la gesticulation institutionnelle. C'est-à-dire l'art de faire semblant d'être en mouvement tout en étant sur place. C'est-à-dire en face d'un véritable problème, vous faites montre d'un dynamisme institutionnel, vous créez une pléthore d'institutions. On a créé la CONAC, on a créé la NIF, on a créé il y a eu le programme Choc, il y a le contrôle supérieur de l'État, il y a le TCS, le tribunal criminel spécial, il y a la Cour des comptes, on ne peut pas compter le nombre d'institutions qui sont à l'œuvre. Mais allez regarder aujourd'hui, peut-être à l'instant où vous et moi on est en train de parler là, il y a quelqu'un qui est en train de voler. Puisque aujourd'hui, on est sur la question du dossier Covid aujourd'hui. Vous allez et que Covid, on prend en charge Covid à tout moment. Peut-être à cet instant, il y a quelqu'un qui est en train de voler. Mais au moment où nous parlons là. Ces institutions budgétivores qui travaillent chaque jour, mais que font-ils alors, Claude Abbé? Mais c'est des institutions qui sont créées pour en réalité servir. Jean-François Médard, politologue français, appelait ça l'illusionnisme politique. C'est-à-dire, c'est un habillage institutionnel. On a une impression aux bailleurs de fonds internationaux, effectivement, que nous luttons contre la corruption, alors que en réalité, ces institutions sont créées pour... tenez-vous, je vous prendrai un exemple, l'exemple d'une institution telle que la NIF, ou la CONAC. La CONAC est juste là pour faire un certain nombre d'enquêtes, mais ne peut pas, au bout de son travail, rester au tribunal. Mais est-ce qu'elle n'est pas liée justement? Parce qu'elle rend son rapport chaque année. Elle rend son rapport au niveau de la présidence de la République. Et c'est à la présidence, si vous voulez qu'elle devienne une institution qui est efficace, donner à la CONAC à la fois la possibilité de faire son rapport et de poursuivre au niveau du tribunal. Et donner la possibilité aux juges, aux magistrats, d'être véritablement libres, de pouvoir faire leur travail, pour qu'on en arrive à une société intègre, à ce niveau-là. Donc, il me semble que le verre est dans le fruit, et que, en réalité, le système de gouvernance sur lequel on est, il y a fort à parier. Je ne suis pas habituellement pessimiste. Ce système de gouvernance n'est pas à mesure de lutter contre la corruption, n'est pas à mesure de lutter contre les fraudes dans les concours et les examens. C'est un système qui est lui-même noyauté et c'est l'un des éléments sur lesquels il est assis qui font en réalité ces fonds baptismaux, et elle ne peut pas scier la branche sur laquelle, il ne peut pas scier la branche sur laquelle il est assis. Il faudrait probablement changer de mon point de vue de système, changer de ma question, comment donc faire? Est-ce qu'on doit rester là, continuer à subir? Malheureusement non. Il faut un sursaut d'orgueil de la part de toute la société camerounaise, qui arrive à un moment donné. De la même manière que je vois un certain nombre d'acteurs, on l'a vu au Sénégal, les gens se battent à vérifier, à s'assurer que les résultats, que leur vote est véritablement respecté. Il faudra aujourd'hui peut-être que ceux qui vont dans les examens créent une chaîne de mobilisation pour se rassurer que le résultat de leurs efforts est effectivement respecté. Parce qu'à mon avis, ce qui se déroule habituellement, c'est que dès que les résultats sont sortis, les étudiants, tout le monde s'avoue vaincu, et les candidats, tout le monde s'en va,
et se dit vraiment, on reviendra la prochaine fois. Et cette prochaine fois-là, en allant chercher des parrainages. Parce qu'ils se disent... Soit des parrainages, soit un peu d'argent. Soit des parrainages ou un peu de toutes les façons, que ce soit de l'argent ou des parrainages, tout cela va dans le même sens. C'est le sens du piston, le sens d'arriver à faire en sorte que les résultats qu'on obtient ne sont plus des résultats intègres. Et là-dedans, il y a du bon et il y a des livrets, malheureusement. Du sujet, on ne peut pas être exhaustif, Claude Abbé. Merci d'être venu échanger avec nous. C'est moi qui vous remercie. Que les uns et les autres le sachent, nous avons ce pays en partage. Ce n'est le pays de personne. Que quelques-uns ne pensent pas qu'ils vont le confisquer. Et que la société camerounaise devienne de plus en plus mûre. Et ce genre de comportement qui vise à frustrer les Camerounais au quotidien, dites-vous bien que demain ou après-demain, vous pourrez avoir à répondre de cela. Et c'est pour cela qu'il faut un système intègre au niveau de l'organisation des concours. Claude Abbé, ce sera votre dernier mot à cette édition de la rétrospective de l'information. Merci à vous à la maison de nous avoir regardés. Rediffusion demain lundi à partir de 9h. Nous vous revenons dimanche avec un autre invité pour commenter un autre fait d'actualité. Ce sera avec le même plaisir. Passez un excellent dimanche dans la paix du Christ. À bientôt.